Lorsqu'il débarque en Formule 1 en 2007 chez BMW, Sebastian Vettel n'a que 20 ans, mais il est déjà considéré comme un des futurs grands de la discipline. Compliment qu'il confirmera en passant chez Toro Rosso et en gagnant avec cette écurie à Monza. La suite, on la connaît tous, il connaîtra la gloire chez Red Bull avec 4 titres et 38 victoires. En 2013, à seulement 26 ans, il a déjà tout connu, tout gagné, il est bien le digne héritier de Michael Schumacher. Mais après toute cette réussite, Red Bull connaîtra une saison bien triste en 2014 et son pilote fétiche sera assez transparent, effacé par Ricciardo et sans motivation. Voici venu le temps de réaliser un autre de ses rêves, gagner avec Ferrari. La Scuderia est en chute libre depuis les années 2007 et 2008 où elle se battait pour les titres avec McLaren. Depuis 2010, elle a ouvert l'ère Fernando Alonso et même si elle n'en est pas passée loin, elle n'a pas gagné de titre. Pire, l'ambiance se dégrade et la saison 2014 a été tout bonnement catastrophique avec une 4ème place du général. C'est le moment de tourner une page et ça tombe bien, l'ex-roi de la discipline veut venir. À l'orée de la saison 2015, le rêve devient donc réalité pour les deux parties. Sebastian Vettel et la Scuderia Ferrari s'associent pour retrouver les sommets ensemble. 6 ans plus tard, l'histoire se termine dans la mésentente et sans le moindre titre. D'où la question du jour, le passage de Vettel chez Ferrari est-il un échec? Et pourtant, l'idylle avait commencé sur d'excellentes bases. Sergio Marcone prend plus de pouvoir et Mauricio Arrivabene est nommé directeur technique de l'écurie. On rajoute James Allison pour dessiner la voiture et Kimi Räikkönen en coéquipier, et voici l'environnement dans lequel Vettel commence son histoire en rouge. Bon, je vais essayer de pas m'emballer. Après la saison catastrophique qu'on vient de vivre, faut y aller doucement. On va pas battre les Mercedes tout de suite. Oui, exactement. Mais la saison démarre par une bonne surprise en Australie. Les Mercedes sont devant, intouchables, mais Ferrari est la deuxième force du plateau. En course, Vettel confirme sa 3ème place et prend donc un premier podium, s'affirmant comme le visage derrière les flèches d'argent. La surprise est encore plus forte la semaine suivante en Malaisie, où Vettel n'est qu'à 74 millième de la pole, se permettant même de devancer Rosberg. Il reste second au départ et choisit de ne pas rentrer quand une safety car sort au 4e tour. Bon choix, les Mercedes perdent du temps en doublant les pilotes intercalés et se rendent compte qu'elles devront encore s'arrêter. Seb et la Scuderia ont réussi leur pari, les Mercedes sont piégées, elles ne remonteront pas. Au bout de seulement sa 2e course en rouge, Vettel croise la ligne en vainqueur et laisse exploser ses sentiments. Grazie mille ragazze, grazie, dai, forza Ferrari! La joie se lit de partout, le pilote comme l'écurie sont libérés et profondément heureux. On a retrouvé un Vettel mordant, vivant et irrésistible et une Scuderia qui joue les grands rôles. Pas d'emballement, mais oui, la collaboration donne un espoir monstre à tous les tifosi. Par la suite, Mercedes réaffirme sa domination en Chine, à Bahreïn, en Espagne, à Monaco, au Canada, en Autriche ou encore à Silverstone. Mais bon, hormis 2-3 petites erreurs, Seb est globalement le 3e homme du championnat. En Hongrie, il partait à nouveau de cette 3e place, mais il s'envole parfaitement et prend la première. Derrière lui, les Mercedes s'embrouillent, Hamilton passe dans l'herbe et Räikkönen le protège. Sur ce circuit où il est dur de doubler, les places sont un peu figées pour le plus grand bonheur de Sébastien. En fin de course, après une safety car, Ricciardo rate sa manœuvre sur Rosberg et Kiat prend une pénalité pour dépassement illicite. Mais ça n'atteint pas Vettel qui a géré sa course et empoche son 2e succès en rouge. À mi-championnat, il est encore en course face aux Mercedes et réalise une superbe saison. En Belgique, il perd le podium sur un pneu qui éclate à 2 tours du but. En Italie, il fait 2e pour son premier Grand Prix devant les tifosi. Et puis il y a Singapour où il nous sort une masterclass qui rappelle ses plus grandes heures de champion du monde. Quand les Mercedes perdent pied en qualification, c'est lui qui surgit et qui signe la pole avec une demi-seconde d'avance sur Ricciardo. La première pour Vettel depuis le Brésil 2013 et la première pour Ferrari depuis l'Allemagne 2012. Ça faisait longtemps, très longtemps. En course, il gardera la tête même quand un spectateur fait irruption sur le circuit et provoque une safety car. Intouchable, il la mène jusqu'au bout, prend son 3e succès pour la Scuderia et n'est qu'à 8 points de Rosberg. C'est beau.
Vettel conclut sa saison avec une 3e place au Japon, une 2e en Russie, une 3e aux États-Unis, une 3e au Brésil et une 4e à Abu Dhabi. Il n'y a qu'à Mexico que ça n'a pas marché, entre accrochage au premier tour, spin et course terminée dans le mur. Un jour sans inhabituel et absolument pas représentatif de son excellente saison. Il termine bien sûr 3e du général en ayant été le seul à jouer ponctuellement dans la cour des Mercedes. Comme indiqué au début, 2015 fut vraiment la saison de l'idylle. Vettel n'a pas commis une seule erreur, a été excellent et il a poussé Ferrari dans de nouveaux vents. Les rouges retrouvent la 2e place du classement général, ils se sont débloqués niveau pole et niveau victoire, on peut dire que les bases sont très bien posées. Bon, pour la 2e saison, faut continuer l'amélioration. Peut-être qu'on peut déjà jouer le titre. Hop hop hop, je t'arrête tout de suite, Hamilton fait la pole pour 8 dixièmes en Australie. Ah. Ouais. Malgré un excellent départ, Seb n'est bien que 3e à l'arrivée. Ensuite, sa Ferrari le trahit à Bahreïn, puisque son moteur lâche dans le tour de chauffe. En Chine, Ferrari est à 9 dixièmes des Mercedes, et Seb se prend un Kiat sauvage dans le premier tour. Heureusement, une safety car et un Hamilton qui partait dernier lui permettent de remonter jusqu'à la 2e place, ça va. L'Allemand n'aura pas cette chance en Russie où, qualifié 2e, il part 7e suite à un changement de boîte de vitesse et se prend un double Kiat sauvage au départ. Dégoûté, Vettel constate son énorme retard au classement général. Je vais aller me rasseoir, ouais. Je vais aller me rasseoir. Déjà relégué à 1 seconde 3 en qualif en Espagne par les Mercedes, Ferrari apprend une autre mauvaise nouvelle, Red Bull est de retour dans le game. Ricciardo et Verstappen sont devant en qualif et c'est donc eux qui profitent de l'accrochage des deux Mercedes. La suite, on la connaît, Verstappen bat Ricciardo et Raikkonen est la meilleure des Ferrari. La forme des Red Bull se confirme à Monaco où Ricciardo signe la pole. Vettel aurait pu monter sur le podium grâce à l'abandon de Rosberg, mais il s'est fait undercut par Pérez. On va le dire clairement, le compte n'y est pas tout à fait pour Ferrari. Mais Vettel continue d'assurer. Il se place derrière les Mercedes au Canada et prend la tête au premier virage quand nos deux catcheurs préférés se touchent. Malheureusement, la victoire n'est toujours pas là car Hamilton réussit l'undercut à mi-Grand Prix. À Bakou, il profite de la pénalité de ce même Hamilton pour finir 2e. Ça va mieux niveau classement, mais l'objectif semble encore hors d'atteinte. Et malheureusement, ça se gâte. En Autriche, il ne part que 9e suite à un changement de boîte, et alors qu'il remonte et qu'il tente une stratégie décalée, son pneu explose. La course suivante, à Silverstone, il reprend une pénalité pour changement de boîte de vitesse, et ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est ça. En plus, il va vivre une course sans, il a du mal à remonter, il prend 5 secondes suite à un mauvais dépassement sur Massa, bref, il ne finit que 9e et il est à 70 longueurs de Rosberg. 4e en Hongrie et 5e en Allemagne, Seb illustre le fait que Ferrari est désormais la 3e force du plateau. T'as un Doliprane ? Ouais, tiens. Un beau podium à Monza vient remettre du baume au cœur, mais tout ça est vite oublié quand une rupture de barre anti-roulis le fait sortir en Q1 à Singapour. Parti dernier, il ne peut faire que 5e. Et la fin de championnat, c'est pire. D'accord. Ok. Qualifié 5e en Malaisie, il se sort avec Rosberg dans le premier tour. Ah. Au Japon, il finit à 20 secondes du trio de tête. Pire aux États-Unis. Oh. Au Mexique, c'est la goutte de trop. Qualifié 7e, il remonte mais devient fou quand Verstappen coupe le virage lors d'une défense. Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly, off. Ouh. Derrière, il défend à son tour de manière illégale sur Ricciardo. Verstappen prendra 5 secondes de pénalité, ce qui donne le podium à Seb, avant qu'il ne prenne 10 secondes de pénalité, ce qui donne le podium à Ricciardo et place Seb derrière Verstappen. Au Brésil, sous la pluie, il commet des erreurs et traverse un peu la course dans l'anonymat. À Abu Dhabi, il arrache tout de même son premier podium depuis Monza, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir le retard au classement. Seb n'est que 4e, même devancé par Ricciardo, et Ferrari n'est que 3e. 2016 est donc une immense déception et a fait apparaître les premiers moments de doute, de tension, voire même de fracture. Bon, là faut essayer d'oublier. 2017, on repart de l'avant. Et ça fonctionne. En Australie, Seb s'intercale entre les deux Mercedes en qualif et gagne grâce à un excellent overcut. C'est sa première victoire depuis Singapour 2015, tout le monde pousse un ouf de soulagement. Forza Ferrari!
La deuxième place en Chine, juste derrière Hamilton, renforce l'espoir et c'était encore mieux à Bahreïn. Parti troisième, Vettel double Hamilton au départ, puis s'occupera de Bottas ensuite. 2 victoires en 3 courses, c'est le jour et la nuit par rapport à 2016 et c'est même mieux parti qu'en 2015. Un sentiment qui n'est pas contredit par la pole en Russie, la première pour Ferrari depuis Singapour 2015. Malheureusement, Seb ne peut rien au départ face à l'aspiration prise par Bottas, mais il termine tout de même deuxième et confirme son leadership au championnat. Et le combat est vraiment très serré puisque Seb n'est qu'à 5 centièmes d'Hamilton pour la pole en Espagne et lui prend la tête au départ. Il finit par s'incliner au bout de 45 tours, mais cette nouvelle résistance donne de l'espoir. Les troupes sont encore plus galvanisées après Monaco, où Ferrari signe un doublé en qualif puis en course, son premier depuis l'Allemagne en 2010. 3 victoires, une avance de 25 points au championnat pilote, une avance de 17 points au championnat constructeur, tout le monde est content. Sauf Kimi, qui s'est fait avoir par l'undercut de Vettel. Intentionnel ou pas, dur à dire. Qualifié deuxième au Canada, Seb veut contester Lewis, mais Max Verstappen ne l'entend pas de cette oreille et lui détruit le museau au premier virage. Remonté quatrième, Seb n'a plus que 12 longueurs d'avance sur Hamilton et il s'apprête à commettre une immense erreur à Bakou. Déjà, il se rate en qualif et pointe à 1 seconde 2 d'Hamilton. Mais bon, l'accrochage entre Raikkonen et Bottas au départ lui redonne sa deuxième place, tout va bien. Oui, sauf que la course va devenir folle, il va y avoir une triple safety car pour des débris et des collisions, et à ce moment-là, lors d'une safety car, Seb va disjoncter. Croyant qu'Hamilton lui a imposé un break check, un coup de frein agressif, l'Allemand devient fou, se porte à sa hauteur et lui assène un coup de roue. L'image surprend et choque tout le monde. La sanction sera énorme, 10 secondes de stop and go. Il perd la course et c'est d'autant plus dommage qu'Hamilton connaîtra un improbable problème de headrest et finira par lâcher la victoire. S'il n'avait pas pété un plomb, Seb aurait fini par récupérer la victoire. Il devait prendre 13 points à Lewis, il n'en prend que 2 et il crée une grosse polémique. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Comment a-t-il pu croire qu'Hamilton était suffisamment fou pour lui faire un break check en plein Grand Prix? Pourquoi a-t-il autant perdu son sang-froid? Qu'espérait-il avec ce coup de roue? En tout cas, quand on mène le championnat, c'est une erreur immense. Une telle perte de sang-froid est indigne de ce niveau de compétition. Ouais, là j'ai pas compris. Seb se rattrape en Autriche, profitant de la pénalité d'Hamilton pour changement de boîte, pour prendre la deuxième place derrière Bottas et reprendre 20 unités d'avance. Après un petit coup sur la tête à Silverstone, où il prend 7 dixièmes en qualif et voit son pneu éclater dans l'avant-dernier tour, Seb efface le désastre en gagnant devant Kimi en Hongrie. Ce jour-là, Hamilton fait preuve de classe, de sang-froid et de sérénité en laissant repasser Bottas sur la ligne pour la 3e place, vu qu'il n'avait pas réussi à aller chercher les Ferrari. Accepter de lâcher 3 points à son coéquipier alors qu'on est loin au championnat, c'est très fort. Même moi j'applaudis. Et tu vas continuer de le faire puisque Lewis gagne à Spa et à Monza. Ah oui, ça m'arrange pas. Mais bon, il reste encore 7 courses, Vettel n'a que 3 points de retard, il faut juste bien gérer la tournée asiatique. Quoi? J'ai dit une connerie? À Singapour, Vettel signe la pole avec 6 dixièmes d'avance sur un Hamilton qui n'est que 6e. Et puis, la saison bascule. En essayant de contenir l'envol de Verstappen, il ignore que son propre coéquipier est parti comme un boulet de canon et déborde déjà à l'intérieur. Ainsi, les Ferrari prennent en sandwich la Red Bull et ça éclate. On pense d'abord que Seb peut continuer, puis on retrouve sa Ferrari détruite et à l'envers. Était-ce sa faute? Oui et non. D'un côté, il ne pouvait pas se douter que Kimi avait fait un tel départ et qu'il était déjà à l'intérieur, mais d'un autre côté, je trouve son serrage sur Verstappen un peu trop agressif, surtout qu'il avait large la place de garder sa trajectoire et de disputer la position au freinage, il avait l'avantage sur l'extérieur. Toujours est-il qu'Hamilton gagne la course et donc c'est un désastre. Au moment de prendre le départ, Vettel avait provisoirement 12 points d'avance, maintenant il en a 28 de retard. Ça va? Tu tiens le coup? Accroche-toi. En Malaisie, un problème avec son turbo, pourtant tout neuf, l'arrête en Q1. Son excellente course le fait terminer 4ème, mais Hamilton s'est envolé et possède 34 points d'avance. Et puis il y aura le Japon. Qualifié 3ème, la panique s'empare de Ferrari quand un problème de bougie apparaît sur la grille. Seb prend le départ mais ça ne sert à rien, il dégringole et ne peut qu'abandonner au 5e tour.
Donc attends, je résume. Au départ à Singapour, il a 12 points d'avance. Et quand il abandonne au Japon, il en a 59 de retard. Oui. Tu veux ma mort, c'est ça? Il retrouve le podium aux USA, mais ne peut empêcher le sacre constructeur de Mercedes. La semaine suivante au Mexique, il signe la pole, mais s'en mêle les pinceaux et accroche Hamilton. L'énergie du désespoir, sûrement. Lewis termine 9ème et c'est suffisant pour être titré. Hamilton et Mercedes ont encore triomphé. Putain, t'es pas loin cette année! En effet, Vettel et Ferrari ont autant de motifs de satisfaction que de déception. La voiture était très bonne, mais beaucoup d'erreurs ont gâché la fête. Des erreurs de l'écurie, des erreurs de mécanique, mais aussi des erreurs de Vettel. Dommage, les deux titres, surtout le titre pilote, n'étaient absolument pas hors d'atteinte. En 2018, c'est déjà la 4e saison de la collaboration, il faut espérer qu'on puisse à nouveau jouer le titre et qu'il n'y ait pas d'erreur. En Australie, il ne se qualifie que 3ème, mais une virtual safety car au bon moment lui donne la victoire. À Bahreïn, en revanche, il ne doit rien à personne puisqu'il signe la pole et s'impose de manière autoritaire. Cette SF71H est prometteuse et Vettel est toujours au sommet de son art. Cette fois, je dis rien. Malheureusement, un premier tournant arrive en Chine. Après une nouvelle pole, tout le monde y croit, et même si Bottas a pris la tête, les choses se présentent bien. Jusqu'à ce que Max rate totalement son dépassement et détruise la fin de course de Vettel, qui rampera jusqu'à la ligne et terminera 8ème. Hamilton devait perdre 10 points, il en a gagné 6. Et derrière, Seb nous propose une nouvelle édition totalement foirée à bas coût. Là-bas aussi, il avait fait la pole, ça commence à faire beaucoup, cette Ferrari est décidément très bonne. Premier problème, il se fait avoir par une safety car qui sort au mauvais moment et qui donne la tête à Bottas. Second problème, à la relance, Seb tente le dive bomb et freine beaucoup trop tard. Il perd 2 places, détruit ses gommes et se fera même passer par Pérez. Mais, cerise sur le gâteau, Bottas qui est alors en tête va crever, ce qui donne la victoire à Hamilton. Sans la safety car, Vettel aurait gagné et aurait repris 7 points à Hamilton. Sans son erreur au freinage, il aurait fait 2ème, il aurait repris 3 points à Hamilton. Sans la crevaison de Bottas, il aurait perdu que 6 points sur Hamilton. Mais là, il en perd 13. Il passe de plus 7 à moins 13. Après la Chine, c'est un nouveau différentiel énorme. Il devait augmenter son avance à 34 points. Il a 4 points de retard. C'est trop dur. Mais après que Ferrari ait été nul en Espagne, on commence à en avoir l'habitude, Seb va faire 2ème au Canada et 1er à Monaco, ce qui lui redonne la tête du championnat pour 1 point. Mais décidément, le schéma ne cesse de se répéter puisqu'à peine est-il le nouveau leader du championnat qu'il commet une nouvelle erreur en harponnant Bottas au départ au Castellet. 15 points de perdu face à Hamilton et une controverse de plus. Ça ne s'arrange pas en Autriche où il rate totalement son départ le jour où Bottas, Ricciardo et Hamilton abandonnent. Il n'est que 3ème et donc il ne reprend qu'un point d'avance, il y avait moyen de faire mieux. Mais visiblement ça a reboosté le moral de l'Allemand qui sort une de ses plus belles courses en rouge à Silverstone. Il prend la tête au départ et voit Hamilton se faire harponner par Kimi. Une safety car vient un peu gâcher les plans et permet à Bottas d'être devant à la relance. Mais sur des pneus plus frais, Vettel fera un de ses plus beaux dépassements en rouge. Il va chercher la victoire et le plein de confiance. Ce jour-là, il a 8 points d'avance sur Hamilton et Ferrari 20 sur Mercedes. Chut. Mais après en haut, qu'est-ce qui se passe? Tout s'écroule. Et oui, Vettel va laisser passer une nouvelle occasion en or. Chez lui, en Allemagne, il a signé une pole autoritaire et tout tourne dans son sens. Hamilton a même eu un problème en Q2 et nous offre cette image d'un champion invincible poussant sa voiture défaillante, ce qui laisse penser à une future passation de pouvoir. Après 50 tours, Vettel est toujours en tête, il faut juste que ça tienne. Mais c'est le moment que la pluie choisit pour faire son apparition et entraîner le chaos. Après plusieurs spins, la caméra se tourne et... Sake. Sorry guys. Peut-être un de mes moments les plus durs en tant que fan de la Scuderia. On peut réellement sentir la frustration, la colère, la douleur. C'est horrible. Mais le pire, c'est que derrière, Mercedes fera n'importe quoi avec Bottas, le nouveau leader, en lui faisant perdre un temps monstre au stand. Qui en profite? Lewis Hamilton? Bingo!
Il coupe la ligne des stands sans prendre de sanctions, puis s'arrêtera, ressortira en tête et gagnera. Il inflige un 25-0 à Vettel. Lewis Hamilton a 17 points d'avance au championnat, il devrait en avoir 20 de retard. Il peut vraiment remercier le ciel. Pourquoi ça se passe toujours comme ça ? Vettel sauve les meubles en Hongrie en parvenant à passer un Bottas agressif en fin de course. Le quadruple champion du monde offre même un beau sursaut en Belgique où il dépasse Hamilton au départ et garde la tête jusqu'au bout. Vient alors Monza. Et on sait qu'après une victoire... Ah non, pas encore. Si. Déjà en qualification, c'est la douche froide pour Seb. Kimi, dont l'annonce de remplacement par Leclerc doit être faite officielle dans le week-end, vient gâcher la fête et signe sa première pole depuis Monaco 2017. Cela a le don d'énerver Vettel qui accuse l'écurie de ne pas lui avoir donné l'aspiration dans le dernier tour, et ce qui donne droit à une des meilleures team radio de l'histoire. Yes! P2, and Kimi on pole position, P1, P2. Nice job. We speak after. Mais le lendemain, l'Allemand ne peut pas blâmer son écurie et se rend coupable d'une nouvelle erreur gravissime. À la lutte après la Curva Grande, il vient toucher le ponton d'Hamilton à la Variante della Roggia. Il part dans un nouveau spin assez ridicule et accuse 30 points de retard sur Lewis. Et après, tout va très vite se terminer puisqu'Hamilton gagne à Singapour, en Russie et au Japon. Pendant ce temps, Vettel fait 2 fois 3ème et se rend coupable d'un nouveau délit au Japon où il rate totalement son attaque sur Verstappen à Spoon. Il le fait exprès là, rassure-moi. Je sais pas, mais Hamilton se présente aux États-Unis avec 67 points d'avance. Pour ne rien arranger, Seb ne ralentit pas sous drapeau rouge en essai et part avec 3 places de pénalité. Et donc au départ, ce n'est pas lui, mais Raikkonen qui saute Hamilton. Seb passera son Grand Prix loin du trio de tête et verra Kimi triompher. Mais c'est le dernier sourire des rouges car Hamilton finira par être titré au Mexique. On fera le bilan après, mais ça fait mal. Je confirme. À l'orée de la saison 2019, après 4 saisons chez Ferrari, Vettel voit son environnement chamboulé. Suite à la mort de Sergio Marchionne, Maurizio Arrivabene est remplacé par Mattia Binotto, avec qui Vettel entretient des rapports cordiaux, mais pas d'affinité. C'est son Ferrari, celui qu'il a construit en 2015, qui disparaît petit à petit. Autre détail, et pas des moindres, son coéquipier a changé. Exit le discret, expérimenté, calme et sous-performant Kimi Räikkönen que Seb a toujours voulu garder auprès de lui pour avoir l'équipe en main. Bonjour Charles Leclerc, jeune, talentueux, séduisant, envoûtant et pas décidé à se faire marcher dessus, mais plutôt à marcher dessus. Je le sens pas le nouveau. Un contexte changeant pour Seb, auquel il faut ajouter la pression et les critiques qui ne cessent d'augmenter. Le temps s'écoule, les erreurs se multiplient, les objectifs ne sont pas atteints. Sa cote a également pris un coup lors des 2 dernières saisons. Avoir fait autant de bêtises et avoir perdu 2 fois le championnat de manière aussi grotesque a affecté son image. Vettel et Ferrari sont un peu devenus une punchline. Même s'il bat Leclerc en Australie, Vettel se rend compte que les Mercedes sont à des années-lumière devant. Pire, Verstappen est passé devant. T'en as d'autres des mauvaises nouvelles ? Oui, nouvelle année égale nouveau coup sur la tête, et cette fois, il vient de l'intérieur de l'écurie. Dès son 2e Grand Prix à Bahreïn, le prodige Leclerc signe la pole, 3 dixièmes devant Vettel. Le vrai coup de bambou arrive en course. Le monégasque rate son départ et laisse partir son coéquipier en tête. Pas pour longtemps. 3 tours plus tard, il a refait son retard et l'écurie n'a pas le temps de lui demander de ne pas bouger que l'élève surpasse le maître. En dépassant puis distançant Vettel, Leclerc montre qu'il n'est pas Raikkonen. Et comme quasiment à chaque fois qu'il est chamboulé, Vettel déraille. En contestant une position à Hamilton, il spin encore lamentablement. L'action se termine par un aileron avant qui se fait la malle. Pendant que Vettel est au centre de l'attention de l'entièreté du plateau, que tout le monde l'adule et le décrit comme un futur petit dieu, Vettel est dans l'ombre, décrié, critiqué. Pour la première fois depuis 2015, il n'est pas le centre de l'attention de Ferrari. Je l'avais dit, je sens pas ce Leclerc. Mais le bijou monégasque est encore très perfectible et Vettel domine en Chine, à Bakou, où Leclerc se crache en qualif alors qu'il avait la pole en main, en Espagne, et à Monaco où l'amateurisme de l'écurie a bien aidé. Sur sa lancée, Seb signe la pole au Canada, 7 dixièmes devant son coéquipier. La suite, on la connaît tous avec cette pénalité qui lui coûte la victoire. Encore aujourd'hui, je ne sais pas quoi en penser, j'ai du mal à avoir un avis tranché, mais c'est vrai que perdre la victoire sur un truc aussi léger, c'est chaud.
S'en suivra un après-course mouvementé avec des images mémorables. No, guys. No, not like that. Après ça, Vettel est encore touché et tout tourne en faveur de Leclerc. Seule contestation au Mercedes en France, à deux doigts de gagner en Autriche après une pole pendant que Vettel est assez loin, et très bon en Angleterre pendant que Seb s'affiche à nouveau dans un scandale avec son accident avec Verstappen. Mais l'Allemand s'offre un sursaut devant ses fans. Alors que Leclerc dominait et qu'il a connu un problème moteur dès la Q1, il profite des erreurs des autres, dont celle de son coéquipier, pour remonter jusqu'à la deuxième place. Une masterclass, le sursaut d'une bête blessée. Vai Seb, vai. Te réjouis pas trop vite car après la trêve, Leclerc reprend son leadership et signe ses 2 premières victoires en Formule 1. Lors de la première, Vettel est battu et doit aider à la stratégie d'équipe. Lors de la seconde, il n'est nulle part. Mécontent après la ridicule fin de qualification dont Leclerc n'est pas le seul responsable, l'Allemand tombe 5e au départ avant de commettre l'irréparable une fois de plus. Ce nouveau spin et ce retour en piste absolument pas maîtrisé lui valent 10 secondes de stop and go, mais donnent surtout l'impression pathétique, celle d'un champion agonisant. Pendant que Leclerc devient le héros de l'Italie, il double une Williams dans le dernier tour pour prendre la 13e position. À Singapour, Leclerc continue sur sa lancée en signant la pole, mais l'écurie arrête d'abord Vettel, ce qui lui donne la tête et ensuite la victoire. Leclerc est légitimement dégoûté, mais Ferrari a fait le meilleur choix, sans ça Vettel perdait gros, et avec ça ils font un doublé. Reste que sa dernière victoire en rouge a un goût bizarre. Dernière ? Oui, tu vas voir. En Russie, Leclerc signe une 4e pole consécutive et un accord est passé. Le monégasque donnera l'aspiration à l'Allemand et si l'Allemand passe au premier virage, il redonnera sa position au monégasque. Quel plan débile, ça marchera jamais. Et oui, Leclerc donne l'aspiration, Vettel passe au premier virage, mais Vettel refuse de rendre la position. L'ancien numéro 1 fait de la résistance et n'accepte pas les ordres d'équipe qu'il n'avait jamais connus en sa défaveur jusqu'ici. Finalement, l'écurie règle le problème via les arrêts au stand, mais coup de malchance, le moteur de Vettel rend l'âme et offre la victoire aux Mercedes. Ramener ces tabernacles de V12. Au Japon, les 2 coéquipiers sont à nouveau proches, mais c'est Vettel qui prend la pole de justesse et qui voit Leclerc gâcher ses chances au départ. Cette 2e place est le dernier beau moment de sa saison car ça finit un peu en eau de boudin, pole pour Leclerc à Mexico, suspension cassée aux États-Unis, 5e place à Abu Dhabi, affaire du moteur Ferrari et bien sûr accrochage au Brésil. Pas la peine de le rappeler. Et c'est dans ce contexte qu'arrive l'hiver 2020 et le report de la saison. Ferrari donne alors un contrat à Leclerc jusqu'en 2024, Vettel lui attend toujours le sien. Tranquille, ça va se faire, je suis confiant. Jusqu'au jour où il reçoit un appel de Binotto lui indiquant que l'histoire va s'arrêter là après la saison 2020. On en a déjà parlé maintes et maintes fois sur la chaîne, vous connaissez mon avis, je suis d'accord avec la décision, je trouve la forme dégueulasse. Et voilà donc que 2020 sera la dernière saison en rouge de Sebastian Vettel. Malheureusement, on connaît tous le déroulé de cette ultime danse. La première catastrophe fut la dégringolade de Ferrari, accablé par les nouvelles directives sur son moteur. La seconde catastrophe fut le niveau de Seb. Bon, on va pas y revenir, on va pas y passer 100 ans, c'était vraiment catastrophique, il y a eu de grosses erreurs, un manque de rythme total, je pense à la Styrie, je pense à Silverstone, au Mugello, à la Russie, à Portimao, au Nürburgring, à Imola, à Bahreïn 2 fois, à vrai dire, sans la Hongrie et la Turquie, c'était un peu un zéro pointé. Il y a les circonstances atténuantes qu'on a déjà évoquées, manque de motivation, fin de cycle, voiture qui ne lui convient pas. Ok, mais on est obligé de dire que la collaboration entre Vettel et Ferrari finit dans le désastre sportif le plus complet. Et nous voilà donc arrivés au bout de 6 années de collaboration. Comme vous l'avez vu, le récit était super riche, il s'est passé énormément de choses, du coup forcément le bilan est difficile à tirer. Ferrari a sa part de responsabilité pour les échecs. La Scuderia a raté sa voiture en 2016, 2019 et 2020. On peut aussi rajouter des difficultés à développer jusqu'en fin de saison, bien souvent Mercedes reprenait le dessus. Je passe aussi sur les nombreuses controverses niveau légalité et sur les ennuis mécaniques. C'est pas 100% de leur faute, mais il y en a clairement eu trop. Le plus grave pour moi reste l'instabilité et le manque de clairvoyance de l'écurie. Trop de stratégies ratées, de mauvaises déclarations, de choix pas bien avisés, de gestes maladroits. En un mot comme ça, Ferrari n'était pas l'environnement permettant de passer le dernier palier qui mène au titre.
Mais dans cette affaire, il y a aussi une énorme part de responsabilité qui va à Vettel. Il y a d'abord les erreurs, j'en compte 15 de graves entre 2016 et 2019, et le plus terrible c'est que c'est souvent arrivé à des moments clés, il y a au moins 2 titres qui ont été perdus à cause d'erreurs. Nous sommes aussi face à un pilote à qui son mental a joué des tours. Seb c'est un mec entier, passionné, qui a besoin que tout marche et qu'on l'aime. Dans la difficulté, la critique, le désamour ou dans les moments difficiles, il a beaucoup de lacunes je trouve. En tout cas, c'est ce qui ressort de son passage en rouge. Que Ferrari et Vettel n'aient pas réussi à battre Hamilton et Mercedes, ça passe encore. L'ennui, c'est plutôt le trop grand nombre de fois où ils se sont ridiculisés. Si j'avais un mot pour résumer le passage de Vettel en rouge, je dirais montagne russe, comme il l'a indiqué lui-même. 2015, c'était le début d'une idylle sans accroc. Les bons résultats et le sans faute ont apporté un espoir monstre. Mais dès 2016, apparaît une petite fracture à cause d'une voiture clairement pas au niveau. La régression fait mal et provoque les premières erreurs et énervements. Mais il était encore trop tôt pour perdre pied et tout a très vite été effacé par l'excellente voiture de 2017. Pour la première fois, Seb a réellement joué le titre en rouge, mais la saison a eu 2 visages. L'excellent d'abord, malgré quelques ratés, puis la catastrophe. La seconde partie de 2017 a été un moment très difficile. Le choke a fragilisé la collaboration. Heureusement, la très bonne SF71H de 2018 a rattrapé le coup, permettant à Seb de jouer le titre à nouveau et d'oublier ses déboires de la saison passée. Mais là aussi, il y a eu 2 visages, un très bon malgré encore des frustrations et un très mauvais. Vettel s'est totalement décomposé à partir de son erreur en Allemagne. Peut-être le coup dur de trop. En 2019, adieu Kimi, Marchionnet et Arrivabene, bonjour Binotto et Leclerc. Seb ne s'est pas totalement écroulé de suite, mais a vécu des moments très durs dans une écurie en mutation. Il a également continué de multiplier les erreurs et une page a dû se tourner. Logiquement, il a perdu sa place et, vidé, a traîné sa peine en 2020. Pour moi, Vettel et Ferrari, c'est un duo qui a marqué l'histoire. Le bonheur et le mariage parfait en 2015, les bonnes voitures en 2017 et 2018, les luttes au titre épiques et historiques face à Hamilton, les 14 victoires, les 12 pôles, les 55 podiums, seul Schumacher fait mieux, bref, il y a quand même du lourd. Le problème, c'est que de par le caractère unique de ces 2 figures historiques de la Formule 1, ça a créé un trop. Trop de haut, trop de bas, trop de tumulte, trop de déclarations, trop de spin, trop de ratés, trop d'erreurs, bref. Trop, c'est trop. L'un et l'autre se sont mutuellement épuisés au fil de leurs erreurs. Moi je pense que dès 2016, le mariage a pris un premier coup et qu'ensuite tout s'est fracturé sur la deuxième partie de saison 2017. La bonne voiture en 2018 a couvert un peu les blessures, mais la fin de saison catastrophique puis l'arrivée de Leclerc ont fini par mettre au grand jour ce qui sommeillait dans l'ombre. Il y a donc trop de points noirs dans le bilan final et puis il faut aussi dire que l'objectif initial, les titres, ne sont absolument pas atteints. Niveau responsabilité entre l'écurie et le pilote, je donne un 50-50. Ferrari avait ses défauts et ses manquements et n'était peut-être pas le bon endroit pour être champion du monde, mais Vettel a aussi fait beaucoup d'erreurs. Pour moi, c'est vraiment un duo, l'un ne va pas sans l'autre dans les 2 sens du terme. Voici en tout cas mon retour et mon mini-film sur le passage de Vettel chez Ferrari. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à le partager. Une chose est sûre, c'est une sacrée page qui se tourne et qui se tourne de manière définitive. And a big thank you for the hard work during all these years together. You brought us a lot. It has been a pleasure as well. A great driver, un grande uomo con un grande cuore. Thank you. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi, ai meccanici, a tutto il garage, uomini come Fabio, Mimmo, Manu, Giovanni, Marchi, Bariselli, tutti gli altri, scusami, Filippo, voi siete Ferrari, voi siete la squadra.